Salut à toi, ô grand geek lumineux, Emmanuel Pampuri dans la place pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de nouvelles vidéos. J'ai été très occupé à faire mon métier de photographe et de réalisateur ces derniers mois. Ça fait un moment que je vous parle du Nikon Z6 et que j'ai lancé les teasers que j'ai fait juste avant et après le salon NAB, et c'est depuis cette période que je joue avec le Nikon Z6. J'ai joué un petit peu à la fin de l'année dernière avec le Z7, donc voilà, je voulais vous faire une vidéo un petit peu particulière. C'est pas vraiment une review technique, je vais pas revenir sur les spécificités, vous pouvez très bien aller voir tout ça sur le site de Nikon. Pour vous la faire courte, le Z6 est un boîtier avec un capteur de 24,5 millions de pixels. Le Z7, lui, en propose 45,7 millions de pixels. Et la différence, c'est quoi? Il y en a un qui est plus orienté photo haute résolution et l'autre qui est plus hybride et un peu plus sensible, parce que forcément, la densité des photosites, oui, je devrais dire photosites plutôt que pixels, est beaucoup plus faible. Enfin, les photosites sont plus gros, donc ils captent mieux la lumière, ce qui fait que le Z6 est plus sensible. Et si vous voulez justement filmer et photographier dans des conditions d'éclairage difficiles, ça sera forcément le choix que vous ferez. C'est le choix que j'ai fait moi en tous les cas pour cette vidéo. Je tiens à souligner que cette vidéo a été en partie financée par Nikon, qui n'ont pas pour autant pu acheter ma langue, ma parole. Ils m'ont donné carte blanche et je les en remercie. J'ai juste été les voir en leur disant voilà, le Z6, Z7, ça me plaît. Mes conclusions, je pense, seront globalement très positives. Est-ce que vous voulez bien m'aider à financer tout ça, tout en sachant que j'aurai quelques critiques quand même que je vous ferai à la fin de cette vidéo. Je vais tout de suite me téléporter à Afton Canyon, quelque part au milieu de nulle part en Californie, pour vous parler de mon ressenti justement sur ce Nikon Z6. I could help you hold your demons down while you drive them out. If you want to, we can leave this town and take you above the clouds. Ah, je kiffe, c'est génial. Il me manque plus qu'un arc, des flèches et puis un poney. Par où commencer? Nikon, c'est un constructeur que j'ai toujours porté dans mon cœur. Au début de mon expérience professionnelle photo, j'étais à fond sur Nikon. Le premier boîtier vraiment, on va dire, un peu pro que j'ai acheté, c'était un Nikon F801. Ça date de 1991, si mes souvenirs sont exacts. Et c'est un boîtier qui me rendait fou. J'avais compris... J'avais tout compris comment ça marchait. Je faisais du fill-in flash. C'était les débuts de l'autofocus. C'était la révolution. On était en péloche. C'était vraiment un super matos. Et puis j'ai toujours suivi Nikon du coin de l'œil. Je sais plus, c'est le D70 ou le D90 qui est sorti avant le Canon 5D Mark II. Était le premier boîtier vraiment à faire de la vidéo, mais il faisait que du 720p. Mais quand Nikon a lancé le D800, ils m'ont dit ouais, viens voir, dis-nous ce que t'en penses. Et ils m'ont invité dans un voyage génial à New York. Et donc j'ai testé ce boîtier à l'époque. Et la qualité d'image était déjà très intéressante depuis le D800. En fait, il y a une vraie belle qualité d'image qui est aussi en grande partie due à la qualité des optiques Nikon. Seulement, on était sur une ergonomie DSLR avec un boîtier, avec un miroir, avec l'impossibilité d'utiliser le viseur pendant que tu tournes, avec tout un tas de trucs qui m'ont rebuté, donc j'y suis pas allé, j'ai pas eu envie. J'ai fait quelques essais avec, j'étais content de la qualité, voilà. Ils se sont très vite retournés vers Atomos pour proposer l'enregistrement externe. Ce qui est plutôt une bonne idée. C'est vrai que la qualité d'enregistrement sur ce genre d'appareil est toujours un cran au-dessus, même si les codecs internes qu'il y a dans les boîtiers aujourd'hui commencent à un petit peu rattraper entre la qualité de ce qu'on peut enregistrer en interne maintenant avec le H265 en 10 bits et ce qu'on peut faire maintenant avec du ProRes. C'est vrai que l'écart se réduit un petit peu. Donc c'est les premiers aussi à avoir dit avec Atomos, tiens, on va aller sur le ProRes RAW, et ça c'est vraiment un truc qui m'intéresse. J'ai hâte de pouvoir tester. Quand j'ai eu les premières images du Z6, Z7,
un petit peu avant la Photokina, au mois de septembre, au mois d'août même je pense. Je me suis dit waouh, ça y est, il y en a un qui a compris. L'ergonomie c'est vraiment quelque chose d'hyper important et ce Z6, Z7, il y a un truc qui me plaît. Il y a un truc qui me plaît parce que c'est la synthèse de tout ce qui était bien de ce qu'on avait sur les réflexes, avec la compacité de l'hybride, mais costaud quand même. Voilà, c'est mon Z6, il a fait un vol plané. Il a fait 2 vols planés déjà. J'ai même éclaté le 24-70. J'étais en train de faire un timelapse. Il y a eu un gros coup de vent. Le boîtier est tombé. Et l'optique s'est tordue. J'ai mis 2 heures parce qu'au fin fond du Nevada, va t'amuser à trouver un centre de réparation, surtout un dimanche. Du coup, j'ai tout démonté et je suis arrivé à remonter et à remettre le truc droit. Et voilà, il n'y a rien qui a bougé. J'ai juste une petite éraflure. Mais voilà, la qualité, la robustesse de ce boîtier, je pense que si j'avais fait ça avec un Sony, et je parle même pas d'une Blackmagic, ça les aurait complètement explosés. C'est des trucs qui font pour moi la différence, qui font que j'ai envie ou pas de faire confiance à un équipement pour travailler avec. Il s'est passé des choses assez incroyables pendant ce voyage. J'ai rencontré 3 gars à Newberry Spring, complètement paumés entre Las Vegas et Los Angeles, au cœur du désert Mojave. Ces personnages incroyables, ces rednecks, puisqu'ils se définissent eux-mêmes comme étant des rednecks, c'est-à-dire un peu les paysans du coin, font de la musique et ils ont un studio d'enregistrement perdu au milieu du désert. Et j'ai été les amener faire une séance de photos. On s'est retrouvés à côté d'une maison ensevelie sous le sable, à un endroit où il y avait un fauteuil perdu au milieu du désert. La route plonge dans le sable littéralement et il y avait cette espèce de vieux fauteuil un peu beaucoup vintage, un peu craspec quand même. J'ai commencé à les interviewer sur l'histoire de cette maison, sur ce qu'ils font là-bas et je suis allé les suivre un petit peu dans le studio. Tout ça, c'est pas loin de là où le film Bagdad Café a été tourné et je vous amène tout de suite dans un petit extrait de ce film. This house right here was built many years ago, I'd say about 40 years ago, and there was people that lived in here, and the sand just took over. They could not keep up with it, even with, tractors and modern tractors and this and that. So here we see it today, and this is a 2-story, 2-level house that just got swallowed by the sand. A very big house too. There's actually a garage back here. It's gone. It's completely covered. I came out here like in 2004 with some friends, and we could walk in the window and walk around the house. Yeah. We actually drove right to the front of it. This is 14 years later. Oh yeah. This is nuts. Yeah. It's beautiful though. And what's amazing is we're right off of the Highway 15 over here that goes to Las Vegas. You can see some of the lights over there. That's the road that goes to Vegas. So we're probably about 4 miles off of the road right here. It's just amazing. In 2004, we had a 100-year flood. We had 100-year rains, and this flowed for 7 months. Yeah. It flowed from Big Bear all the way to Afton Canyon. And at Afton Canyon, the river goes underground again. But you couldn't cross. No. You used to have to go all the way down to... into Barstow. Yeah, into Barstow just to get over to the other side of the highway. He likes to drink in our Coca-Cola. A vintage 1935, oh my. I read it in books before, the hero that never dies. You see it go on and on, you see through golden eyes, golden eyes. No, golden eyes. I used to read mystery comic books called I Spy. Everybody knew the story, who was good and who was bad. Everybody knew just when to and when to cry. He used to drink in a Coca-Cola, a vintage 1935. Oh.
Il est grand temps maintenant pour moi de vous parler de la qualité d'image. Vous savez, j'ai déjà fait 2 teasers de ce film dont je viens de vous montrer un extrait qui s'appelle From Vegas to Nowhere. J'ai confié à Adelin de la chaîne Adelin, qu'on ne présente plus, n'est-ce pas? En tous les cas, si vous le connaissez pas, je vous invite à aller cliquer sur le lien dans la description, à aller vous abonner parce que vraiment c'est un mec en or. Non seulement il est talentueux, mais en plus il est humainement absolument génial. C'est quelqu'un de bienveillant, il a le cœur sur la main, il est vraiment adorable et surtout très talentueux. Donc j'ai fait 2 teasers et j'ai fait exprès de les tourner avec 2 méthodes d'enregistrement différentes pour pouvoir voir un petit peu ce que ce Z6 avait dans le ventre avec le codec interne, donc qui est du 420 8 bits. Pour ça, j'ai eu la chance de pouvoir utiliser le profil Z-Log qui a été créé par Andrew Reed du site eoshd.com qui propose justement un log pour l'enregistrement 8 bits interne dans le Nikon Z6, Z7 mais aussi les D850 et D750. Voilà, Nikon n'a pas jugé intéressant de proposer un profil log pour l'enregistrement interne en 8 bits et en fait ils ont un petit peu raison parce que d'un point de vue purement technique, faire du log en 8 bits c'est un petit peu antinomique parce qu'on a besoin d'avoir plus de quantification pour pouvoir enregistrer correctement une vraie courbe log. Donc la plupart des logs qui sont proposés pour des codecs 8 bits sont des espèces de logs un petit peu aménagés pour les contraintes du 8 bits. Donc ça c'est la première vidéo que j'ai fait, premier teaser autour justement de ce fameux décor de Bagdad Café quelque part perdu au milieu de la Californie. Le deuxième teaser de mon film a lui été enregistré en 10 bits, en 422 10 bits en ProRes HQ sur un Atomos Ninja 5 et avec le profil N-Log de chez Nikon. Eh bien, bonjour à tous et merci beaucoup Emmanuel pour cette petite apparition. Alors, moi je vais essayer aujourd'hui de vous parler du coup des 2 différents profils que j'ai pu utiliser sur les films d'Emmanuel. C'est vachement intéressant parce que du coup, c'est la première fois que je testais réellement le Nikon Z6 en étalonnage et je l'ai trouvé plutôt performant. Mais on va y revenir. Un profil qui nous vient donc de chez EOS HD qui est un log mais en 8 bits, qui est utilisable en interne du coup, plutôt cool. Mais donc c'est un plugin, hein. Enfin c'est pas un plugin mais c'est un profil, c'est quelque chose qu'on importe exactement comme le CineStyle chez Canon par exemple. Et j'ai aussi pu tester également du coup le 10 bits N-Log en interne. Et j'avoue avoir été bluffé quand même par le N-Log en 10 bits en interne de cette machine. D'abord parce que Nikon, d'après mes connaissances, je crois que c'est leur premier log et franchement il est très bon. En tout cas il répond plutôt bien. Évidemment c'est pas le meilleur log qu'on ait vu de toute notre vie, mais sincèrement je pense qu'il est vraiment intéressant. Alors, au niveau de l'étalonnage, ce qui a vraiment varié, si je vous parlais beaucoup des différences entre les deux, effectivement, avec le log qui est en 10 bits, le N-Log vraiment fait par Nikon, etc., on peut vraiment pousser la dynamique. Le capteur est très bon et on obtient réellement une image très dynamique. C'est ce qui m'a le plus impressionné avec ce Nikon Z6. Je l'ai trouvé même bien plus puissant qu'un A7 III qui est pourtant déjà vraiment pas mal aussi en S-Log 3 avec le S-Gamut Cine 3. Donc j'ai trouvé ça vachement intéressant. J'ai trouvé que les images faisaient très cinéma, il y avait vachement de dynamique, ça
ça se rapprochait le plus possible de quelque chose de facilement étalonnable mais qui soit en même temps très malléable, donc j'ai beaucoup aimé. On récupère pas mal d'aplats, on peut pas tout faire non plus, c'est pas aussi puissant que si on avait un signal 16 bits en RAW, etc. avec un gros log, mais du coup ça vient pas du log le problème, hein. Là ça vient après de la machine. Quant au premier, le EOS HD qui est en 8 bits, en fait il est parfait pour faire l'affaire, c'est-à-dire je l'ai trouvé juste parfait pour des sorties sans enregistreur externe, hein, sans avoir besoin de passer par ça, c'est vraiment superbe. Pour un profit de EOS HD, je trouve ça vachement bien, parce que du coup on n'a pas toujours ça sur tous les appareils. C'est dommage que du coup, grosse déception que Nikon n'ait pas inclus directement le log de suite dedans, mais peut-être qu'il va y avoir une mise à jour, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, pour conclure, c'est une machine que je trouve vraiment excellente au niveau couleur. La séance des couleurs de Nikon me plaît vraiment énormément, elle est très belle. Je la trouve à la fois très naturelle et en même temps elle est beaucoup plus teintable que celle de chez Canon qui est oui très naturelle mais justement trop naturelle à mon goût et qui est beaucoup moins teintable. On va avoir beaucoup plus de difficultés à casser les couleurs naturelles et à revenir à des couleurs un peu plus cinéma comme on a par exemple sur la couleur science de Panasonic qui est tout de suite beaucoup plus jaune, beaucoup plus fiction ou en tout cas différente. Et bah j'ai trouvé que Nikon se débrouillait vachement bien là-dedans et bravo parce que cette machine, ce petit Z6, bah il est vraiment bien. Il est vraiment pas mal pour les talos. Voilà les amis, merci beaucoup Emmanuel de m'avoir permis de passer ici. Je vous fais à tous un gros bonjour et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Je m'étais dit que je ferais pas la transition à la main comme ça parce que tout le monde le fait et puis en fait Adelin m'a pas laissé le choix. Donc voilà, merci Adelin pour ton feedback sur l'image, la qualité d'image qui est sortie de ce Z6. Merci pour ton travail et ton talent d'étalonneur grâce à ton appréciation sur la qualité, sur le codec interne, sur cette courbe Z-Log qui est ma foi fort utile en effet quand on veut travailler en interne et qu'on veut pas s'encombrer d'un enregistreur externe. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le 10 bits 422 qui est enregistré en N-Log sur le Ninja 5, c'est vraiment une qualité assez incroyable. Je pense qu'on est vraiment au-delà de tout ce qui s'est fait aujourd'hui sur un DSLR. C'est vrai que pour moi, ce Nikon Z6 sort du lot grâce à cette qualité d'image qui est vraiment extraordinaire. Les carnations sont très belles. J'ai vraiment hâte que Nikon sorte la mise à jour qui va permettre de faire du ProRes RAW, puisque ça a été la grosse annonce de ce début d'année. Nikon est le premier constructeur à s'allier avec Atomos et Apple pour proposer du RAW. Certes, c'est un RAW compressé, mais quand, vu les tests que j'ai fait par rapport à ça sur la EVA One, sur la FS7, FS5 et toutes les caméras qui permettent de jouer avec le ProRes RAW aujourd'hui, c'est vrai que ça apporte un vrai plus. On va pouvoir aller trifouiller les métadatas, changer la balance des blancs, jouer un petit peu comme si on avait un vrai RAW. Ça reste du RAW compressé, mais je pense que ça va ouvrir un champ des possibles qui est totalement gigantesque. Je voulais vous parler un petit peu de la configuration que j'avais amenée avec moi pour ce tournage en Californie. La voilà. Vous voyez, il s'agit du Nikon Z6, bien entendu, qui est protégé par une cage de chez SmallRig, avec l'enregistreur Ninja 5 de chez Atomos. Ici, j'ai le SSD Atomix 1 Tera de chez Sony aussi, qui est en demi-format, là, qui est très pratique puisqu'il dépasse pas quand on le met dans le Ninja 5. J'ai le petit Videomic de chez Rode et j'ai un filtre ND variable de chez Nizi que j'adore. Je reviendrai vous présenter sûrement ce filtre. Il a la particularité, j'en ai déjà parlé, d'avoir des butées. J'ai aussi une carte XQD, toujours de chez Sony, de 128 Go. Et qui me permet d'enregistrer les photos et les vidéos quand je suis en 8 bits sans tout le bazar autour. La poignée bois, voilà, je vais vous mettre des liens dans la description, c'est bien entendu des liens affiliés, c'est des liens que si vous cliquez dessus, vous allez, en achetant ces produits, me reverser sans que ça vous coûte un centime, un tout petit pourcentage, voilà, pour m'aider à financer mon travail. Merci à tous ceux qui l'ont fait jusque-là. Dans cette vidéo, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu spécial. Vous le savez, la technique pour moi c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose que j'ai digéré, qui fait partie de moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais c'est pas une finalité. Et j'ai envie d'inaugurer un nouveau truc, c'est-à-dire de confier le boîtier avec lequel je suis en train de faire des essais, de faire des films, pour vous donner mon retour d'utilisation, à quelqu'un qui n'a pas forcément un regard focalisé sur la fiche technique. Cette personne, elle s'appelle Sarah Laure, elle est photographe, elle est réalisatrice, elle est aussi comédienne, c'est une amie et elle a beaucoup de talent. Elle a ce truc un peu frais qui fait qu'elle est complètement détachée de l'aspect technique et va se concentrer uniquement sur la partie pratique de comment est-ce que je fais des photos avec le boîtier, je fais des vidéos et quel est le résultat qui va en sortir. On la retrouve tout de suite dans le jardin, là derrière.
Salut Sarah Laure. Salut Emmanuel. Est-ce qu'on est beau? Pas mal. Ça va? Je pense que c'est l'appareil en fait qui nous rend beau. Tu crois? Pas mal la lumière, pas mal le cadre. Il y a un Ouais. truc sympa qui se passe. J'ai eu l'idée et l'envie de lui confier ça, le Nikon Z6. On a fait une captation de spectacle ensemble. Et donc du coup, vu que tu cadres, tu fais de l'image avec tes réalisatrices, tout ça, je me suis dit tiens, c'est cool, on va travailler ensemble sur ce projet. On se connaît depuis un bout de temps. Oui. Et on n'avait jamais vraiment fait ça. Non, non. C'était cool. C'est vrai, c'était une opportunité assez chouette et de travailler ensemble et pour moi de découvrir effectivement un nouvel appareil. Toi, tu as l'habitude de travailler avec quoi? Alors moi je suis au Canon, voilà, ça fait des années. Alors je pense que c'est aussi parce que on s'habitue à un appareil, donc des fois c'est un peu difficile de le lâcher. Donc du coup, pendant ce spectacle, tu as shooté avec le Nikon Z6. C'est la première fois que tu shootais avec un hybride. Qu'est-ce que tu as pensé de la prise en main? Léger. Il n'est pas si lourd que ça. Moi, c'est vrai que j'ai souvent des boîtiers assez lourds, des gros objectifs. Et c'est vrai que c'est un appareil qui me paraît assez compact, et du coup léger et très performant. C'est quoi tes critères, toi, quand tu as choisi ton Canon au début, c'était quoi? Moi, ça c'est une question difficile parce que en fait j'avais pas tant les moyens, donc j'ai un peu pris le premier qui venait à moi en termes plutôt de prix. Et puis après avec le temps, c'est vrai que voilà, on essaie on s'habitue, on a du mal à essayer autre chose. Et puis voilà, donc du coup pour l'instant je suis restée Canon, mais c'est assez génial de pouvoir tester d'autres appareils parce que tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas. Voilà, c'est un peu comme le reste dans la vie et c'est vrai que j'ai vraiment une super belle surprise avec le Nikon. Quand tu le prends en main là comme ça, c'est quoi tes impressions, ton feeling? Tu vois, moi je sais par exemple quand je prends un boîtier, le truc qui est important, c'est la qualité du grip. C'est comment est-ce que je le ressens quand il tient dans la main. Et j'aime beaucoup ce boîtier parce que je trouve qu'il a un bon compromis entre le rapport, on va dire, entre le poids, l'encombrement et ce fameux grip, donc cette fameuse prise en main. Parce que tu vois, souvent par exemple, on compare beaucoup avec les Sony Alpha 7. Le Sony Alpha 7, quand je fais comme ça, mon petit doigt en fait il est en dessous. Parce que là, le bosselage n'est pas assez long, il n'est pas assez profond. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup cette prise en main. Je trouve que c'est un bon compromis donc, entre l'encombrement, le côté compact, le côté léger et quand même d'avoir un bon grip, c'est-à-dire qu'on a vraiment la sensation d'avoir quelque chose de rassurant entre les mains. Parce que c'est vrai que c'est des outils sur lesquels on a besoin d'être rassuré, quoi. On se dit, tu vois, bon, je l'ai fait tomber moi déjà plusieurs fois, tu as eu un petit POC. En fait, il va très très bien. Voilà. Dis-moi ce que tu ressens. Donc toi. en plus, il est résistant. Écoute, moi j'ai pas eu l'occasion parce que c'est vrai que pour la captation, on était en fixé sur pied. Ouais, il y a une bonne prise en main. Tout, on sent que tout a été étudié, surtout à l'intérieur en fait. Ouais. Parce que souvent, c'est vrai qu'ils étaient assez épais à ce niveau-là, les boîtiers. Je sais pas si tu as vu, mais ici, tu les as pas utilisés, mais ici, il y a 2 petits boutons à l'intérieur du grip, là, comme ça. Donc, on peut programmer. J'ai découvert qu'on pouvait prendre des photos directement depuis l'écran, juste en tapant. Avec l'écran tactile, en effet, tu peux décider, tu décides là où tu fais le point, et quand c'est net, ça prend la photo. Ça, c'est une fonction. Ouais, mais on se sent vraiment dans le futur quand il y a des choses comme ça. En fait, j'ai voulu faire une mise au point tout à l'heure, et d'un coup, j'ai entendu clac. Et j'ai dit à Emmanuel, mais qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, ça a pris la photo. Et j'ai dit, mais t'es sérieux? Il me dit, ouais, c'est très tactile en fait. Il y a vraiment, c'est vraiment jusqu'au bout. Ils ont poussé le principe de la légèreté, tu vois, de l'ergonomie et tout. On sent que bam, 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 comme ça, tu passes le doigt et tac, ça te prend la photo. Bon, t'achètes. Donc, c'est très tentant, hein. Je vais mettre quelques petits sous de côté et je crois que je vais me laisser tenter. Okay. Vu qu'en plus tu es comédienne et que moi je trouve que tu es quelqu'un qui a un truc particulier et dans le regard, dans l'attitude et tout ça. T'en ferais voir les chevilles. Est-ce que tu es OK pour qu'on se fasse une petite séance photo pour essayer ça aussi? Parce que c'est un hybride, il fait de la photo et de la vidéo. Là on a parlé de la partie vidéo. Ça te branche? Ah ouais, carrément. On y va? Ouais. Allez, on va faire un petit truc ici, là dans le jardin. Je vais sortir un flash, on m'a prêté le Profoto A1 avec un petit parapluie réflecteur, on va voir ce que ça donne. Ouais, comme ça. Regarde la pose. Okay. Ah, super. Even when I have my doubts, you say your love isn't blind.
so I can give you shelter. But am I a part of your goals? Maybe none of it matters, 'cause I don't want to let go. I never meant to break a promise. I never meant to run away. But you know how to skip the madness, and I can only press replay whatever you see in me. Il était important pour moi de vous parler aussi de la réactivité de l'autofocus et des performances de ce boîtier Z6. Je suis très satisfait, la détection se fait très bien et il est à la fois progressif et très réactif. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. I know it's an old cliche. We'll never have all the answers, Bien entendu, but we won't need them today. distance de mise au point minimale. I never meant to break a promise. I never meant to run away. But you know how to skip the man. Le point important aussi sur ces Z6, Z7, c'est cette nouvelle monture Z, puisqu'elle propose un diamètre et un tirage optique très audacieux, ce qui permet à Nikon de proposer une gamme d'optiques assez dingo. Alors j'ai pu tester le 35 mm 1.8, le 50 mm 1.8. J'ai eu aussi la chance de mettre mon œil dans le fameux Noct qui va sortir dans pas très longtemps, qui a un prix stratosphérique mais aussi une ouverture stratosphérique de 0,95. Les ingénieurs de chez Nikon se font plaisir, les objectifs sont à la fois piqué, c'est léger, c'est compact, c'est bien pensé, c'est robuste et ça fait vraiment plaisir. Pour tous ceux qui disposent d'un parc d'optique Nikon en monture F, vous inquiétez pas, la bague FTZ qui est proposée parfois en bundle, parfois en option est vraiment très intéressante. La réactivité de l'autofocus en photo est très correcte. Il y a un petit peu plus de latence pour l'utiliser en vidéo, mais en tous les cas ça permet d'avoir une vraie continuité et de ne pas changer, de ne pas switcher tout son parc d'optique d'un seul coup quand on a déjà des objectifs Nikon. Cette monture Nikon Z est vraiment très audacieuse parce que comme je l'ai dit, c'est celle qui a le plus grand diamètre et ça va permettre de travailler le cheminement de la lumière à l'intérieur des objectifs d'une manière totalement différente. Les objectifs et les montures qui avaient été faits, je crois que la monture F, elle date de la fin des années 50 si je ne me trompe pas, c'est vrai que du coup le diamètre comme ça fait que le flux de la lumière à l'intérieur de l'objectif est parfois contraint. Voilà. Donc avec un tel diamètre, Nikon va pouvoir proposer des objectifs ultra lumineux et aussi des objectifs très courts, beaucoup plus compacts, ce qui est beaucoup plus en phase avec la philosophie de boîtier hybride. Il est grand temps pour moi maintenant de vous amener directement vers les conclusions concernant ce Nikon Z6. Voilà. Je l'ai déjà dit dans cette vidéo, j'en ai parlé avec Sarah Laure. Moi, ce qui m'impressionne vraiment sur ce Nikon Z6, c'est son ergonomie dans un premier temps. Moi, j'ai beaucoup utilisé avec le 24-70. Je le rappelle que c'est un objectif qui est télescopique, c'est-à-dire qu'il, quand il voyage, il a cet encombrement là et dès qu'on va devoir shooter avec, en fait on tourne un tout petit quart de tour comme ça et on va pouvoir prendre des photos, ce qui permet d'avoir plus de compacité encore dans le sac. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Sur la partie ergonomique, toujours j'insiste sur le fait que le grip est excellent. Là où moi Sony m'a un petit peu agacé sur un Alpha 7, j'ai mon petit doigt qui se balade alors que là il est bien présent, il est bien sur le grip, tous les boutons tombent naturellement sous la main. Je trouve que c'est très bien foutu. J'ai eu l'occasion d'utiliser les D800, D810, D850, D750 ces dernières années, un petit peu plutôt pour la partie photo, et on retrouve ces petits, voilà, les gens qui ont l'habitude de l'ergonomie Nikon vont retrouver vraiment leurs habitudes. J'ai adoré aussi le viseur qui a un dégagement oculaire qui est vraiment très intéressant puisqu'il permet de faire des photos sans avoir le nez qui colle sur l'écran là derrière, et enfin souvent voilà, le nez au bout d'un moment sur un écran ça laisse un petit peu des traces de
de gras, hein. Faut le dire, on n'a pas tous le nez très sec, on transpire, voilà, surtout l'été, donc c'est pas mal d'avoir ce dégagement oculaire là, qui est vraiment plus proéminent que la moyenne. Les petits détails qui font la différence, j'ai adoré aussi le système push-pull qui permet de bloquer ici la vis de la dioptrie. Le grossissement dans le viseur qui est x0,8 est aussi le plus important du marché. Voilà, je trouve ça, c'est des petits détails qui font vraiment la différence. Je suis vraiment très séduit par ce boîtier. Je vais pas revenir sur la qualité d'image, je vous ai déjà dit ainsi qu'Adelin ce que je pense. Je trouve qu'on est vraiment dans les standards du marché sur la partie photo. La dynamique, le color science de Nikon, avec les fichiers RAW, on peut aller très loin en termes de dynamique. Je me suis amusé, j'ai fait du portrait, j'ai fait du paysage, j'ai fait tout un tas de choses et je me suis vraiment régalé. La gamme optique qui est avec, alors là j'ai le 24-70 f4, un kit zoom qui est vraiment d'une excellente qualité. Il vaut à lui tout seul, si vous l'achetez séparément, plus de 1000 €. Il revient à peu près 500 € si vous l'achetez en kit. Je vous conseille de l'acheter en kit. Ça permet d'avoir un objectif vraiment passe-partout de très bonne qualité. F4, c'est absolument pas un problème dans la mesure où c'est un boîtier qui est très sensible, qui va vous permettre d'aller assez haut dans les ISO. Je reviens quelques secondes sur la partie qui fâche, à savoir le slot unique XQD. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que un format comme le XQD a justement été pensé pour avoir le maximum de fiabilité, pour avoir de la sécurité et de la rapidité sur l'enregistrement. Il est important que je vous rappelle que dans quelques temps, on va voir arriver l'évolution de ce format XQD qui va permettre d'avoir des débits encore plus incroyables puisqu'on va atteindre dans pas très longtemps 1,7 gigaoctets à la seconde, ce qui va permettre d'augmenter normalement les rafales, d'avoir encore plus de sécurité, mais aussi peut-être, pourquoi pas, d'avoir des mises à jour, alors c'est des suppositions de ma part, pour augmenter les débits sur la partie vidéo. Ce format XQD est pour moi un format hyper robuste. Ça fait un moment que je l'utilise sur les caméras Sony. J'ai jamais eu de soucis. Voilà, j'ai eu quelques soucis des fois avec les cartes SD. J'en ai jamais eu avec le XQD, donc pour moi c'est un petit peu un faux débat. Le bémol que j'ai moi par rapport à ce boîtier, c'est la durée d'enregistrement. On est encore en limité à 30 minutes. En 2019, ça, c'est pas vraiment génial. Toute la concurrence commence à proposer des boîtiers qui permettent de l'enregistrement sans limite, c'est-à-dire qu'on est limité uniquement par la taille de la carte mémoire qu'on va mettre à l'intérieur. Voilà, là, s'il te plaît, Nikon, j'aimerais bien que tu fasses une petite mise à jour pour libérer ce truc-là. Ça serait vraiment appréciable. Il est temps maintenant pour moi de vous donner mes conclusions. Ce Nikon Z6 ainsi que son grand frère le Z7 sont vraiment des boîtiers qui sont bien nés. Nikon a un petit peu annoncé dans son marketing qu'ils allaient réinventer l'hybride. On n'est pas loin de la vérité, il y a quand même des choses qui sont très audacieuses, qui sont très malines, des petits détails comme je l'ai dit qui font la différence. En tous les cas, moi aujourd'hui j'aurais vraiment du mal à faire un choix dans ce qui est proposé par tous les constructeurs et je vous tiens à féliciter Nikon qui, contrairement à Canon qui je trouve a été un petit peu timide avec l'EOS R, j'en ai pas parlé, j'ai pas fait de vidéo pour l'instant, parce qu'il y a trop de choses qui me vont pas dans ce boîtier. Nikon n'a pas eu peur de cannibaliser les ventes de son D850, de son D750 en proposant ce boîtier Z6 et ce Z7. On est vraiment sur une solution qui est pertinente, qui est technologiquement à la hauteur et qui permet d'avoir et du plaisir et du confort. C'est important d'être rassuré parce qu'on a un outil qui est fiable, qui va tenir. C'est vraiment quelque chose de très important. Voilà les geeks lumineux, il est temps maintenant pour moi de revenir au traditionnel blabla pour vous solliciter afin de vous abonner si c'est pas déjà fait, afin de mettre la cloche si c'est pas déjà fait, afin de partager, afin de réagir, d'interagir avec moi. J'essaie de répondre à peu près à toutes les questions qui sont posées dans les commentaires. Si vous avez envie de vous offrir ce joujou, bien entendu, il y a deux liens affiliés, un chez Miss Numérique, un autre chez Amazon. Moi, j'aurais plutôt tendance à privilégier le revendeur qui paye ses impôts en France, à savoir Miss Numérique. Et par ailleurs, je vous invite aussi à regarder, il y a le lien dans la description, à aller lire l'article que j'ai écrit sur le blog de Miss Numérique qui apporte un
petit complément de données techniques et des infos supplémentaires par rapport à cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Instagram. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe des Geeks Lumineux qui est vraiment un petit bijou parce que c'est le seul groupe sur lequel je trouve qu'il y a une vraie belle ambiance, une vraie bienveillance et une ambiance d'entraide, de soutien. Voilà, il y a tout un tas de profils différents, des pros, des moins pros, des débutants. Il n'y a jamais trop de trolls, il n'y a jamais de gens qui sont des moi-jeux, des gens qui savent. Il y a des gens hyper expérimentés, des grands professionnels, et il y a certainement aussi énormément, je pense que c'est le groupe où il y a le plus de constructeurs qui lisent ce qu'on peut raconter sur ce groupe. Ils sont tous présents, parfois un peu cachés, mais ils sont à l'écoute, que ce soit les gros fabricants de matériel de caméra, mais aussi pour toute la partie accessoires, lumière, optique, machinerie, bagagerie et ainsi de suite. Encore une fois, merci à Adelin. Allez vous abonner à sa chaîne, il fait un travail extraordinaire. Merci à Sarah Laure, je mets aussi les liens pour aller voir le travail de Sarah Laure. C'est une réalisatrice et une photographe de talent, une comédienne aussi de talent. Voilà, j'arrête pas de remercier, c'est un peu la saison des merci. Je vous souhaite de faire de belles images et on se dit à très bientôt les geeks lumineux. Yeah, baby. Yeah. I read it in books before. I did. The hero that never died. No, I never died.